Bonjour, vous êtes bien sur Mon Quotidien TV et aujourd'hui nous allons réaliser une grande première puisque nous allons parler de numérique et mon invité n'est pas sur le studio puisqu'il est en direct du Croisic. Bonjour Corentin, comment vas-tu? Bonjour José-Pierre, très bien, très Tu bien sais et toi? que ça tombe bien qu'on parle de numérique parce que c'est la première fois que je vais interviewer quelqu'un qui est derrière un écran de télé. Et là c'est assez exceptionnel parce que tu es au bord de la mer, tu me disais qu'il y a de la neige. Effectivement. Ouais, effectivement. Alors que nous, on a de la pluie en région parisienne. Mais je suis très très content justement qu'on parle de numérique dans ces conditions-là parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc, Corentin Boiseux, dis-nous tout. Donne-nous envie de rester 20 minutes avec toi. Eh ben écoute, ravi d'être avec toi José-Pierre. Moi je me présente rapidement, je suis Corentin Voiseux, donc je suis le directeur général chez IPRA, qui est une structure d'utilité sociale qui a été créée en 2015, qui est une jeune entreprise innovante qui est agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui est également d'utilité sociale, c'est-à-dire qu'en fait on est l'une de ces 88 entreprises françaises un peu à mission. On travaille dans ce qu'on appelle le secteur de l'impact social. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mission sociale et que l'économique est mis au moyen de cette mission sociale. Et cette mission sociale, c'est un nouveau fléau qui touche une partie de notre tissu productif, une partie de notre population et même une partie de nos élèves. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme. L'électronisme, c'est ce qu'on appelle toutes les difficultés d'usage, de connaissance du numérique, d'inhabileté devant la maîtrise non seulement des outils, mais également des pratiques sociales qui vont autour des outils numériques. Et là, en France, effectivement, on a un véritable enjeu de société puisqu'on a un tissu productif qui est parfois un peu en marge de ces évolutions numériques. Une population qui dite électroniste, on parle de 13 millions de Français en situation 13 d'électronisme, millions. c'est-à-dire pour lesquels ça pose un problème véritable dans l'accès aux services publics, dans l'accès aux liens sociaux, dans l'accès évidemment au divertissement et à un certain nombre d'autres connaissances essentielles de la vie d'aujourd'hui. Et en fait, eh bien, en pleine situation de pandémie, on se rend compte que ce qui était un handicap jusqu'à présent est devenu tout simplement un facteur d'exclusion absolument fondamental. Et donc, on travaille avec mes équipes, avec la douzaine de salariés qui constituent mon équipe, on travaille au quotidien à combattre en fait cette fracture numérique secondaire. Et c'est vrai que c'est une véritable fracture parce que si on reprenait un petit peu l'historique du numérique, il y a encore de ça quelques années, on avait un petit téléphone qu'on pliait en deux, qu'on mettait dans notre poche, qui nous servait uniquement à téléphoner. J'ai un fils qui est dans l'informatique, il me dit, mais tu sais papa, aujourd'hui tu payes ton téléphone 1000 euros, mais ton téléphone il fait fax, il fait scanner, il fait appareil photo, il fait lecteur MP3, et finalement aujourd'hui, si on ne sait pas manipuler ce genre de petit outil pédagogique, parce que c'est un outil pédagogique avant tout, hein, on n'a plus accès à rien. On n'a plus accès à rien et puis surtout, on se coupe de Du monde. nouvelles opportunités. Là où le lien social, là où la création de valeur, j'allais dire, la vie, même la vie publique, c'est littéralement déplacé dans la sphère numérique. Aujourd'hui, on a des outils effectivement très puissants, tu l'as très bien dit, José-Pierre, des outils très puissants, mais la plupart du temps, on en connaît peut-être 5% des possibilités, peut-être 10%. On en maîtrise peut-être même dans ces 10% que 3%. Et donc, en fait, on est littéralement dans cette fracture des usages, c'est-à-dire qu'on a ces outils puissants, ces possibilités qui s'offrent à nous, mais on n'a pas toujours à la fois les référentiels de connaissances, de réflexes, d'intuition, cette culture numérique qui nous permet véritablement d'en tirer profit au maximum. Alors après, soyons honnêtes aussi, tu vois, par exemple, je ne parlerai pas de marque, mais pour une marque américaine qui renouvelle ses appareils tous les ans, j'ai à peine fait le tour de mon smartphone, qui est déjà le nouveau qui est sorti, avec des nouvelles technologies dedans, avec ceci, cela, et on est un petit peu perdu, soyons honnêtes. Et alors, autre chose, c'est que si on ne passe pas par des sociétés comme la vôtre, les manuels d'utilisation, on n'y comprend rien. Exactement. Et pour ne pas citer la marque que vous évoquez, on a typiquement l'informatique grand public, c'est diffusé sur le marché avec une idée qui est celle de l'intuitivité. Alors on dit toujours les outils sont intuitifs. Alors ce qui est extraordinaire avec cette notion d'intuitivité, c'est que ça veut dire que si c'est intuitif, ça veut dire une chose, ça veut dire que si vous ne savez pas utiliser la technologie, Oui. mais ça veut dire que ce n'est pas la technologie qui a un problème, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes un peu retardé, vous voyez. Has-been. Et, et has-been. Et donc, on a construit tout un système dans lequel, effectivement, on a on est technocentré, c'est-à-dire qu'on a une industrie qui produit des outils qui sont renouvelés chaque année, des outils puissants.
Mais en fait, le parent pauvre de cette industrie, bah, c'est le service en fait, c'est l'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure des entreprises. J'ai exercé pendant quelques années dans le milieu du médical et sur la fin de ma carrière médicale, parce que je ne suis pas en retraite malheureusement, sinon je ferais appel à tes services pour me mettre à l'informatique tous les jours, je voyais arriver des appareils avec un terme qui me paraissait barbare au départ et qui pourtant est sérieux, c'est le fameux plug and play. Alors on me disait, vous t'inquiète pas, c'est un appareil, tu achètes, tu branches et ça marche tout de suite. J'en ai fait la mère expérience, c'est plug and play, j'allume, l'imprimante elle ne se connecte pas et tout. Donc peut-être aussi que les constructeurs ont voulu faciliter trop vite l'utilisation des appareils parce qu'il y a une génération de jeunes qui sait les manipuler. Mais je veux dire la tranche d'âge aujourd'hui des 40 ans, 40, 50, 60, c'est vrai qu'on est un petit peu retardé là. Effectivement, ouais, il y a eu tout ce mouvement où en fait, on a fait croire à l'utilisateur que tout serait plug and play. Et alors là, je prends un exemple qui est tout à fait symptomatique, c'est les fameuses enceintes connectées. Alors on dit les enceintes connectées vont remplacer l'ordinateur et puis la tablette et un certain nombre d'autres outils. Mais en fait, même l'enceinte connectée, vous avez besoin de configuration, vous avez besoin de paramétrage. Exact. Et en fait, globalement, même une personne primo-accédante, hein, donc au numérique, ou une personne, j'allais dire, dans la fracture secondaire, et Dieu sait que c'est quasiment un Français sur 5, ben en fait, elle va devoir se retrouver elle-même pour pouvoir tirer profit de son outil. Elle va devoir à un moment faire de la configuration, du paramétrage, donc nécessairement disposer de connaissances numériques dont elle ne dispose pas toujours. Donc, le plug and play, très clairement, c'est une philosophie de développement qui a tout son sens et les concepteurs vont dans cette direction-là. Mais ça ne se suffit jamais à soi-même, dans le sens où ce capital de connaissances, cette culture numérique, cette pédagogie, elle demeure fondamentale parce que renvoyer l'utilisateur à la notice d'utilisation ou au manuel, on sait que c'est souvent une illusion parce que la plupart soit ne font pas l'effort, soit tout simplement ne sont pas capables, y compris avec le manuel, dans des délais raisonnables, bien sûr, parce que c'est ça l'objectif, de tirer parti, de tirer avantage de leur outil numérique. Surtout que les manuels maintenant sont carrément dans les appareils. Ils sont carrément dans les appareils. Alors, autant vous dire donc avant d'ouvrir le manuel, il faut savoir utiliser l'appareil. IPRA s'adresse à qui alors? Principalement aux chefs d'entreprise, aux jeunes publics, aux retraités, à tout le monde? Alors, on a effectivement trois grandes populations auxquelles on s'adresse. On a les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap, parce qu'on développe également des outils qui sont pensés pour leur accessibilité numérique, pour leur inclusion numérique, c'est-à-dire qu'on fait du plug and play sur des ordinateurs ou sur des téléphones pour des personnes en situation de basse vision, par exemple, ou pour des personnes âgées qui cherchent des environnements rassurants, sans virus, des environnements stables, des environnements qui leur apportent un peu de visibilité, de confort et de services individualisés avec ça, de façon à ce qu'il y ait un suivi par une profession qui est nouvelle. C'est un nouveau métier, hein, je pense qu'il faut le dire, c'est important. Le métier de médiateur en inclusion numérique, c'est l'un de ces métiers émergents, puisque en fait, ça désigne l'ensemble des membres dans mon équipe et au-delà qui font cet accompagnement, ce suivi individualisé ou collectif parfois, hein, dans le cadre de webconférences, dans le cadre d'ateliers, soit en présentiel, soit à distance, pour familiariser sur la connaissance de ces outils numériques, pour mettre en confiance, pour expliquer, pour démystifier, pour donner en fait un certain nombre de clés de lecture qui permettent non seulement de comprendre l'outil numérique, mais également, mais plus globalement, le monde dans lequel on vit. Donc ces personnes âgées, ces personnes handicapées, elles sont vraiment dans la fracture numérique aujourd'hui, c'est clair. Mais on a également un autre sujet plus souterrain, c'est qu'on s'imagine souvent que la jeunesse connaît le numérique. On s'imagine souvent qu'elle est née avec, hein, c'est le fameux mythe des digital natives, c'est-à-dire qu'on serait né avec, donc on serait naturellement inné de connaissances sur ces outils-là. Et en fait, toutes les enquêtes sociologiques montrent une réalité qui est tout autre, c'est-à-dire qu'au-delà de l'usage des réseaux sociaux, les lycéens, les collégiens, la jeunesse, finalement connaît mal l'outil informatique. Elle en tire profit de manière extrêmement inégale selon les catégories sociales. Et donc, il y a un véritable enjeu aussi d'éducation au numérique que l'éducation nationale a bien du mal à faire aujourd'hui, mais d'éducation au numérique. Et quand je parle de culture numérique, c'est la connaissance des usages, c'est la connaissance des pratiques, la capacité à avoir un recul critique, une hauteur, une forme de distance sur les usages. Et là, on a une jeunesse très clairement qui est en mal d'accompagnement sur cette dimension-là. Donc, c'est notre deuxième public. Tu sais et le troisième…
Tu sais à peu près combien d'heures les étudiants ont de cours d'informatique quand ils sont au lycée? Non, on n'a pas de chiffre parce que bon, Bah, ça remonte à quelques années. Moi, j'ai commencé avec le ZX Z Sinclair, je ne sais pas comment, le petit ordinateur à cassette, mais on avait ouais, 1 heure ouais. d'informatique à l'époque. Donc, comment se familiariser avec un ordinateur quand on venait encore de la cassette classique? Aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 2, 3, 4 heures d'enseignement d'informatique par semaine? Ouais, ça se limite à peu près à ça. Et Ça, puis ouais. ce sont des enseignements qui sont globalement centrés sur la suite bureautique ou sur un logiciel en particulier. C'est-à-dire que cette grande approche globale de la culture numérique, en fait, aujourd'hui, elle n'existe pas en France. Parce qu'en plus de ne pas être formés, aujourd'hui, avec le confinement, avec le télétravail, s'ils travaillent déjà, mais même s'ils sont étudiants, on leur demande de suivre des cours à distance, alors qu'ils ne sont pas forcément, par exemple, des spécialistes du Zoom. Ça a été un enjeu fondamental pendant le grand confinement, là, Oui, ce grand confinement qui, du point de vue de la fracture numérique, est un fait social total, hein, comme dit Pascal Plantard, qui est notre anthropologue des usages numériques qui est au Conseil scientifique. Ce fait social total-là du grand confinement, il a très clairement montré que les inégalités d'accès au bien sûr. numérique, elles se répliquaient et on a connu des situations de décrochage scolaire, mais tout à fait dramatiques dans une même classe, mais sur certains territoires, parfois 5, 6, 7, 8 élèves d'une classe et qui décrochent complètement, faute d'outils à la maison, faute de maîtrise de ces outils, Bien sûr. faute de personnes dans l'entourage capables de venir en accompagnement. Et ça, effectivement, c'est tout simplement le pacte républicain, hein, qui se joue, hein, de liberté, d'égalité et puis de fraternité, dans cet accès au numérique pour Donc, pour cette population. personnes âgées, enfants, une autre population qui est malheureusement à risque, à très très grand risque, ce sont les chefs d'entreprise, des PME. Les chefs d'entreprise, Et là, les chefs d'entreprise et j'ai puis relevé, surtout je mets mes lunettes, hein, parce les que petits. je mets mes lunettes parce que j'ai noté ONTPE. Exactement. Dis-moi En tout. fait, c'est vraiment la troisième population à laquelle on va s'intéresser. La troisième grande catégorie de population qui est victime de cette fracture numérique secondaire, hein, donc je parle bien vraiment de Oui, celles oui. d'usage, parce que sont souvent équipés, mais globalement en difficulté dès lors qu'il s'agit de mobiliser l'outil et de l'activer de façon opérationnelle. C'est vraiment les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise des petites entreprises, hein, des toutes petites entreprises de 0 à 9 salariés. Hein. On sait que c'est 97% de l'emploi en France. Hein. C'est vraiment la majorité, l'écrasante majorité de notre tissu productif. Et ben, cette population-là, aujourd'hui, je rappelle quand même que chef d'entreprise, c'est ma réalité, mais c'est la réalité des chefs d'entreprise globalement, n'a pas accès au chômage, mais n'a surtout pas accès à la formation professionnelle. Or, le numérique, encore une fois, on le dit, on est dans ce mythe de l'intuitivité, puis on est dans ce mythe de l'autodidacte. Mm. Chacun doit être capable d'apprendre par lui-même, de comprendre immédiatement comment ça marche, de faire des recherches pour se perfectionner. Mais la réalité du chef d'entreprise, de la petite entreprise, c'est qu'il a en réalité peu de temps disponible. Il a besoin à un moment d'avoir des professionnels de l'accompagnement qui lui mettent le pied à l'étrier sur les axes stratégiques, sur les dimensions cruciales de l'usage qui vont lui permettre, dans sa fonction du quotidien, de moderniser son appareil productif, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu, dans le cadre d'un appel à projet qui est lancé par la Banque publique d'investissement, BPI. avec France Numérique, on a voulu répondre avec un consortium de sociétés, de jeunes sociétés innovantes, qui travaillent toutes soit en ingénierie pédagogique, soit en médiation aux usages numériques. On a voulu s'allier avec l'ONTPE. Et je voudrais ici d'ailleurs en profiter pour saluer et remercier Christine Castin, parce que elle a tout de suite, pour elle, compris l'intérêt que ça avait de développer une offre gratuite des parcours d'accompagnement gratuits des chefs d'entreprise de 0 à 9 salariés sur 11 grandes thématiques de transition numérique, parce qu'elle est convaincue, et on est tous convaincus dans ce consortium, que la pauvreté digitale, hein, c'est le terme qu'elle emploie et que je reprends à mon compte, que la pauvreté digitale de notre tissu productif constitue en fait tout simplement une forme de handicap, qui s'agit désormais aujourd'hui de chercher à combler. Et pour toucher ces petites PME, vous allez passer par les chambres de métier, les chambres de commerce. Comment vous allez faire? On compte passer par les chambres de commerce et d'industrie, bien sûr, Oui, par les services de développement économique des territoires, oui, hein, que ce soit au oui. niveau des régions, des départements, des communes, mais également auprès des fédérations comme l'ONTPE, évidemment, Oui. qui fera partie de l'expérimentation, du réseau Entreprendre, de France Initiative, etc., etc. Et puis, on va essayer également de mobiliser les experts comptables, parce que la personne en proximité qui C'est accompagne l'expert ces comptable. petites entreprises, souvent c'est l'expert, et il a ce rôle de conseil, il a même ce devoir de conseil
vis-à-vis de ses clients et leur proposer effectivement une offre totalement préfinancée qui leur permette sur un parcours de 10 heures de venir mettre le pied à l'étrier sur des grandes thématiques du numérique pour mieux vendre, pour mieux communiquer, pour mieux recruter, pour mieux gérer ses salariés, pour mieux tout simplement aussi gérer son back-office et ne pas être englouti par la machine bureaucratique. Et on sait que c'est un gros enjeu pour nos chefs d'entreprise. Ben, toutes ces thématiques-là, elles vont être abordées dans des parcours de 10 heures, dans lequel ils vont à la fois pouvoir suivre des webconférences, avoir accès à des exercices, à des tutoriels, et pouvoir à la fin repartir avec tout simplement des pistes très claires, très concrètes et très opérationnelles pour savoir à un moment quels outils déployer dans l'organisation, quels moyens mettre en œuvre et quelles compétences potentiellement aller chercher pour commencer cette modernisation. Tu parlais tout à l'heure des toutes petites, celles qui ont zéro salarié, les auto-entrepreneurs. N'oublions pas que, pour en être l'un d'eux, c'est que finalement, notre seul conseil, notre seule personne qu'on a en visuel aujourd'hui, c'est notre banquier. Parce qu'on n'a pas d'expert comptable, nous. Et c'est aussi dans vos recherches aujourd'hui de prendre contact avec les banques qui aident les entreprises pour justement organiser des réunions, des sessions auprès de ces toutes petites sociétés, toutes petites PME. Je pense que c'est une idée. C'est une idée que l'on n'a pas explorée. Alors, on dépose lundi à midi, donc il nous reste encore un petit peu de temps pour moderniser la copie. Tu n'iras pas à la plage aujourd'hui, hein? Non, j'espère demain. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a vraiment cet enjeu-là que tu développes de l'auto-entreprise, où là, très clairement, le chef d'entreprise est seul. Et donc, dans ce cas-là… Je vais donner un exemple typique et vous le prenez à votre compte si vous voulez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un auto-entrepreneur qui prend sa société, prend son activité, il n'est pas au courant qu'aujourd'hui, s'il ne fait pas un certain chiffre d'affaires dans l'année, ses trimestres ne sont pas comptabilisés pour la retraite. Personne ne leur dit. Personne. Donc c'est quand même un gros problématique. Et qui m'a donné l'information? Mon banquier. Tu vois? Et j'ai cherché sur Internet. Alors, je ne suis pas de la première génération non plus. Tu me diras, je connais Google, je connais la musique parce que c'est ma passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la chance d'avoir une structure comme celle que vous proposez pour les PME, mais c'est un pur bonheur. L'idée, c'est que ce soit gratuit. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'information, elle te parvienne à toi en tant que chef d'entreprise. Elle te parvienne soit par la chambre de commerce, soit par les banquiers peut-être, mais si les banques nous écoutent, elles sont… si c'est gratuit, elles écoutent, t'inquiète pas. Ah, ce sera gratuit pour elles. Ce sera quelque part une proposition de service nouvelle, bien sûr, que soit le banquier, soit l'expert comptable, soit, je sais pas, le service de développement économique territorial va pouvoir proposer aux entreprises qu'elles accompagnent de façon à leur donner une corde de plus à leur arc et une corde qui est devenue essentielle dans mon les auditeurs vont dire que je me répète tout le temps, mais moi je suis heureux de voir autant de jeunes, parce qu'on en a interviewé quelques-uns, qui ont des idées pour faire avancer le pays, pour faire avancer l'économie, pour faire avancer les jeunes chefs d'entreprise. Ils ne sont pas toujours écoutés. Je pense que les instances devraient tendre un petit peu l'oreille pour vous aider. Mais ce que vous faites, c'est fantastique, parce que c'est peut-être la seule solution aujourd'hui pour un petit patron d'avoir une main tendue pour faire de l'informatique. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, et on est content que les pouvoirs publics aient pris conscience avec cet appel à projet de cette nécessité d'agir, très très clairement. Et c'est un enjeu d'intérêt général aujourd'hui. Ah, tout à fait. Bon, et vas-y. Vraiment très très fiers d'avoir réussi à monter ce consortium dans des délais aussi courts, d'avoir l'ONTPE avec nous, et si d'autres fédérations ou d'autres têtes de réseau nous écoutent, elles sont les bienvenues, bien sûr, parce qu'il faut créer un ralliement général, une sorte de mobilisation générale sur cette thématique-là, qui est devenue vitale pour notre tissu productif globalement. L'avantage et l'inconvénient du numérique, tu vois, c'est que je t'ai en décalé, c'est pour ça que je t'ai coupé la parole. On arrive à la fin. Corentin, bord de mer en Bretagne, c'est quoi aujourd'hui? Une journée plage, une journée… Alors, j'ai cru savoir qu'il y avait de la neige. Il y a eu un peu de neige, alors ça arrive tous les 30 ans au Croisic, et moi c'est la première fois que j'y mets les pieds, donc c'est vraiment une découverte dans un cadre qui est totalement féerique, puisque du coup j'imagine, le bord de plage est totalement enneigé. Malheureusement c'est beaucoup de travail pour cet appel à projet, donc j'ai eu peu le temps d'en profiter. Oui, on va pas pleurer, tu es quand même dans un cadre idyllique. Et pense aux Parisiens qui mettent le double du temps sur leur temps de parcours à cause de ces consignes qu'on a. J'ai une dernière question. Es-tu d'accord ou pas d'accord pour qu'on diffuse cette interview sur notre chaîne?
Bien sûr, Bon. c'est avec plaisir Eh bien, écoute, que. Corentin, moi, je te souhaite mais vraiment beaucoup, beaucoup de courage pour mener à bien cette entreprise et puis ce service qui nous est rendu. Un grand merci et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser ou au Croisic, parce que nous, on peut prendre la voiture et y aller, ou sur Paris. Et je vous donne Avec, rendez-vous. Vas-y, avec je plaisir, toujours le retour. merci beaucoup. Merci Avec à plaisir, toi. merci beaucoup. Embrasse la Bretagne, mange des crêpes à notre santé et à très bientôt. Vous étiez sur Salut. Mon Quotidien TV. Encore merci. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre interview. Bonne journée.